Et pour moi, si on a autant peur de l'IA, c'est parce qu'on a valorisé que la partie qui est remplaçable par l'IA presque. Au stage, il y a quelque chose pour moi qui s'est passé. J'ai pris conscience que je me sentais très peu connecté à mes émotions. Enfin, une société où on ne ressent pas nos émotions, c'est une société où on s'en branle de tout, quoi. Tu vas être tellement biaisé, ça va être tellement dur de te détacher de ce que les autres pensent que tu es, parce que ça va te figer dans ce que tu veux, enfin, ce que tu as l'impression qu'il faut être. Salut à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et je vous souhaite la bienvenue sur Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie. Itinéraire, à chaque épisode, c'est un shot d'inspiration, c'est un shot de discussion profonde. On donne la parole au parcours de vie qui nous inspire et aux belles histoires qui nous font du bien. Pour ce nouvel épisode sur Itinéraire, on a échangé avec Maxime Barluet de Beauchêne. Avec Maxime, on est revenu en toute simplicité et en toute sincérité sur son parcours de vie, en prenant différents éléments qui ont beaucoup changé les choses, comme la naissance de son premier enfant. On a aussi parlé de ses questionnements actuels, notamment sur la question des saisons, de la saisonnalité, du rythme auquel on vit, nous, êtres humains, et un peu de son rapport au vivant. Moi, j'ai adoré l'échange avec Maxime, il a été super inspirant pour moi. J'espère qu'il te plaira autant qu'il m'a plu. Si l'épisode t'a plu, ce que je t'invite à faire après ton écoute, c'est de soutenir le podcast avec un like, un commentaire ou un partage. Je te laisse sur ça et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Maxime. Salut Nathan. On y va cette fois? Allez, on y va. C'est parti. Bon, je voulais commencer par dire vanter le mérite des réseaux sociaux et la magie des réseaux sociaux. Qu'il y a 2 semaines, pour prendre large, on est large au moins, on ne se connaissait pas du tout. Moi, je t'ai découvert comme ça sur LinkedIn par je ne sais plus quelle connexion. J'ai vu ta bio, ton contenu. Et je me suis dit, vas-y, il y a un truc à faire. J'ai l'impression qu'on parle un peu des mêmes choses, ou du moins on se comprendra et on aura beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Ravi d'échanger, de la perspective de cet échange. Je suis absolument ravi, enfin, je suis enjoué également. J'ai envie de commencer en disant que lorsqu'on s'est appelé, on va dire il y a 1 semaine, pour caler toute l'histoire, tu m'as dit oh bah ça tombe bien parce qu'en plus je sors de l'hiver c'est un peu le début du printemps, donc je me remets en marche, je recommence à faire des choses et de fait je suis pas mal libre. Et derrière tout ça, il se cache toute ta réflexion sur la question des rythmes, de la saisonnalité. Est-ce que tu veux introduire comme ça ta réflexion sur la question des rythmes et de la saisonnalité? Ouais, bah, en tout cas, ça peut nous situer dans le temps. Qu'en effet, on a échangé et là, on enregistre à l'orée du printemps, quoi, au tout début. Et moi, je sors pour la première fois de ma vie, mais de 3 mois sans mission, sans boulot, etc. Parce que, pour de multiples raisons, mais j'ai eu envie de vivre l'hiver. Véritablement, et de ralentir pleinement et de laisser place à cette saison-là. Et ça fait en effet une suite à... Ça fait quelques années. Le premier déclic, il est autour de notre rapport au vivant et de prendre conscience à quel point on est déconnecté du reste du vivant, de ce qu'on appelle la nature. Il y a un anthropologue qui a montré ça. Le fait qu'on ait un mot pour définir la nature, on a englobé tout ce qui n'est pas humain dans un concept, ce que d'autres peuples ne font pas. Et donc ça m'a bousculé, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et un jour, il y a les saisons qui sont venues comme un symbole assez cool, parce que je crois qu'on les perçoit tous, même quand on vit en ville, on les perçoit, etc. Et en effet, je trouve qu'elle témoigne assez bien de notre déconnexion. On a l'habitude plutôt de vivre, en particulier de travailler à peu près au même rythme, quelle que soit la saison, alors que le reste du vivant ne fait pas ça. Et moi, je me suis rendu compte que si je m'écoute un peu, j'ai effectivement pas du tout la même énergie à l'hiver qu'au printemps, qu'à l'été, etc. Et puis on l'a tous, pas la même énergie. Je crois. Je peux parler que de moi, mais en tout cas, en effet, je pense qu'on est moins en terrasse, il y a une histoire de chaleur, mais en tout cas, il y a quelque chose que je ressens en tout cas assez fort et que j'ai pas l'impression qu'on se permette autant dans le cadre du travail. Et là, moi, ça fait 2 années que j'arrive au début de l'hiver complètement cramé, pas très loin je pense, de jouer avec le burn-out, etc. Et donc, comme ça fait un petit moment que je commence à jouer avec les saisons, à en parler, etc., je me suis dit, bon, il s'agirait d'appliquer un peu ce que tu racontes et de vivre un peu l'hiver. Et là, je sentais vraiment que j'avais besoin de me reposer, de me régénérer.
ça faisait un moment que j'avais envie de passer plus de temps à lire et écrire et que dans le flow du quotidien, j'arrivais plus à passer ce temps-là, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y. Au début, je m'étais dit un mois et demi, probablement jusqu'à fin février. Puis tu vois, ça a duré jusqu'à la fin de l'hiver. Donc tu as fait durer ça aussi longtemps que tu en avais besoin, enfin, d'une manière très naturelle au final. Ouais, je crois que je sentais, c'était pas encore le bon moment. Et d'un côté, je sentais aussi la pression financière il va falloir que ce soit le bon moment à un moment ou l'autre. Mais en tout cas, il y avait quand même un truc de... j'avais besoin d'aller au bout de quelque chose. Et c'est pas anodin, on a discuté du texte que j'ai publié dernièrement, qui est un texte sur la peur. Pour moi, il raconte beaucoup de choses de ce que j'ai clarifié pendant l'hiver. Et je l'ai sorti, je crois, le lendemain du printemps ou le jour même. Enfin, il y avait un truc un peu d'aboutissement. Et je pense que tant que j'étais pas arrivé au bout, j'ai ramé avec ce texte. Tant que j'étais pas arrivé au bout, j'arrivais pas à sortir de l'hiver, quoi. Oui, au final, le texte, la publication, la sortie de l'hiver au printemps, ça a tout un aspect symbolique. Vraiment, on passe d'une étape à l'autre. Moi, j'ai trouvé dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi sur ça, justement, sur le manque de symbolique dans... je dirais nos sociétés, nos vies, qu'il fallait donner de la valeur au moment. Et ça me parle beaucoup, ce truc que tu dis, tant que j'avais pas fini cet écrit et que je le publiais pas, quelque part, c'était pas la fin de l'hiver, où il fallait le faire pour en sortir. Et c'est intéressant parce que je trouve que, tu as dit, voir les saisons, ça m'a permis de comprendre qu'on était déconnecté de la nature. Et au final, toi, tu as utilisé les saisons pour te reconnecter. Au final, ça a été ton outil de reconnexion. Ouais, c'est une grosse porte d'entrée en fait. C'est un symbole qui me permet de pointer la déconnexion. Souvent, je raconte que en fait, on a la quête. On vit à peu près au même rythme, et déjà ça, les gens assez vite s'en rendent compte. En effet, on a tendance en tout cas à travailler, en tout cas dans les modes occidentaux, en particulier en ville, etc. Et puis la deuxième chose, c'est la quête de croissance et de productivité. C'est une quête dans le vivant, on va le trouver plutôt au printemps et à l'été. Dans les saisons où on est en abondance, on a des ressources en abondance, etc. Et du coup, je dis, en fait, comme on avait des ressources en abondance, on a voulu se créer un espèce de printemps d'été permanent, qui est en effet assez chaleureux, assez joyeux, etc. Mais quand il dure trop longtemps, c'est aussi les feux de forêt, les burn-out, le réchauffement climatique, etc. Donc j'ai cette phrase, évidemment symbolique et simplificatrice, mais de dire quand l'été dure trop longtemps, tout brûle, quoi. Et donc, je m'amuse à poser cette question. Qu'est-ce que ça voudrait dire de vivre au rythme des saisons ? Et c'est une porte d'entrée à ouvrir tout un tas de questionnements. Mais c'est un symbole qui vient pointer, on s'est déconnecté du reste du vivant et il y a peut-être un problème à ça. Et moi, je crois profondément qu'il y en a, mais déjà rien que par la question, je l'induis. Et puis après, de donner une porte d'entrée sur laquelle se raccrocher, parce que juste se dire, il faut se reconnecter au vivant, qu'est-ce que ça veut dire, etc., quoi. Et je trouve que les saisons, assez subtilement, ça se glisse assez bien et ça vient invoquer plein de choses sur lesquelles on peut se raccrocher, quoi. Et puis, il y a cet aspect des saisons. Donc là, on prend une année, on la divise en 4, mais on en avait parlé rapidement au téléphone. On retrouve cette même logique de phase au niveau d'une semaine, d'une journée. En fait, déjà, moi, une des portes d'entrée de cette réflexion, elle est venue d'une amie qui réfléchit sa productivité par rapport à ses cycles menstruels. Et où du coup, elle, hormonalement, elle se rend compte qu'elle n'a pas la même énergie à tous les moments du cycle. Et en fait, ce qu'elle me racontait, ça colle assez bien aux 4 saisons, ça colle assez bien à une journée. Et donc, il y a ces espèces de cycles, on les retrouve en effet à des fractales différentes, quoi. Et les saisons, ils m'intéressent parce qu'il est déjà partagé par tous. Et puis parce que naturellement, il reconnecte au reste du vivant, justement. On a vite le narratif de l'arbre au moins, on a tout un tas de choses qui viennent avec ça. Et puis, il est sur une échelle de temps un peu longue de l'année, quoi. Mais après, même sur l'époque, moi, de plus en plus, aujourd'hui, je me dis qu'on rentre dans une époque qui est plutôt de l'automne. Et donc, il y a une époque où on a moins de ressources en abondance. Donc, on a tout un tas d'enjeux sur comment est-ce qu'on va gérer le moins. Et en même temps, l'automne, c'est un des moments où tu as le plus de récoltes. C'est un des moments où apparemment, on parle de l'automne comme un mini-printemps aussi. Il y a un truc de renouveau très fort, où ça rebourgeonne, ça repousse, ça reproduit, etc. Il y a l'idée de tout le stock qu'on a produit pendant, si on parle de l'agriculture, de la ferme, des cultures maraîchères, etc. Il reste tout ce qu'on a produit, tout ce qui a été bien produit, bien nourri pendant l'été. Et donc, il y a une sorte d'abondance, une sorte de pérennité, mais sur le stock, pour le coup. Ouais. Et du coup, donc, il y a cette tension entre il faut préparer une saison plus rude qui peut être l'hiver, etc.
mais c'est un moment hyper joyeux de récolte, de production, etc. Et moi, j'ai l'impression que l'époque, j'aime bien me la raconter un peu comme un automne, quoi. Et dans cette dualité, et pour moi, les saisons, elles ont chacune leur dualité, et probablement plus, mais à minima, j'aime bien y voir des dualités. Et il y a, dans l'automne, du renoncement, du deuil, etc. Et une espèce de joie, de renouveau, t'as le retour de l'eau liquide à fond, et du coup, ça ravive vachement, etc. Donc ouais, je pense que et là, c'est moins ancré dans une réalité que plus dans un narratif, un imaginaire que je me construis, mais je vois bien aussi que, en tout cas, j'aime bien imaginer les saisons dans une fractale encore plus grande. Et là, on rentrerait dans une époque qui serait plutôt une époque, l'énergie automne. Et là-dedans, en fait, de Ouais, manière infinie, en plus petit, tu vas avoir l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, sur les années, sur les jours, etc., etc., quoi. ouais. Moi, je trouve que dans l'automne, et certainement qu'on le retrouve dans toutes les saisons, mais encore plus dans l'automne, vu que c'est juste avant l'hiver, il y a vraiment l'idée du challenge, de la préparation à la période à venir. C'est l'idée de, si on ne fait pas les bonnes choses maintenant, l'hiver, ça va être compliqué. Si on n'a pas produit, C'est marrant. si on n'a pas de blé dans le grenier, si on n'a pas de foin Ouais. pour les vaches, Ouais, si c'est on vrai. retourne à la ferme, l'hiver va être dur. Donc, vraiment, cette idée de mettre en perspective le passé, le présent Ouais. de l'automne et le futur de... Ah bah tu prépares Ouais. l'hiver, hein. Là, clairement, l'automne, tu prépares l'hiver, quoi. Ok, ouais, c'est des choses super intéressantes. Comme j'ai pu te le dire au téléphone la semaine dernière, j'ai envie de m'en inspirer. Enfin, c'est un peu la même Ouais. chose que toi, de dire bon, j'ai ces pensées, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Là, je me dis déjà sur le rythme des journées. Enfin, j'ai l'impression d'être, au final, si je réfléchis un peu à moi, d'être assez violent avec moi-même, de mettre des obligations. Et j'aurais envie de m'en dédouaner, de dire elles existent, mais non, parce que c'est toujours à moi de faire les choses pour les arranger à ma faveur. Mais de déjouer certaines obligations sur certaines heures de la journée, sur certaines choses à faire durant la semaine qui paraissent obligatoires d'être faites tel ou tel jour, et d'aller vers quelque chose qui est plus adapté à ce que je veux faire juste le jour. Ou Ouais. peut-être que je couperai 3 mois l'hiver. Ouais, et après, les saisons, c'est une porte d'entrée qui a un narratif. Est-ce qu'on doit vivre au rythme des saisons extérieures ou est-ce que juste c'est s'interroger sur son rythme Je pense que. Et puis après, j'aime bien ramener sur les saisons. Vite, on pense à l'arbre. En fait, tu as aussi l'oiseau migrateur qui va toujours au soleil et qui essaye d'être toujours à l'endroit où il fait bon et chaud. Tu as des insectes qui sont éphémères. Donc, le vivant a des milliers et des millions de stratégies de vivre aux saisons. Donc, vivre aux saisons, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Et après, chacun peut se l'approprier comme il veut, quoi. J'ai envie de te poser la question maintenant, ça t'évoque quoi itinéraire, qui est le nom du podcast et au-delà de... Je crois que j'ai donné le nom itinéraire à une démarche qui sera plus grande que le podcast, enfin, plus lointaine que le podcast. Ça t'évoque quoi itinéraire, le mot itinéraire? Rapidement, sans trop réfléchir, ça m'évoque vite la rando, Ok. qui est une activité que moi j'aime bien avoir. Donc rapidement, ça va m'amener dans les montagnes, je sais pas pourquoi. Et puis, si je le rapproche de manière un petit peu plus proche à des réflexions du moment, il y a cette métaphore de dire l'humain occidental sait qu'il va dans le mur. Mais aujourd'hui, quand il regarde à gauche et à droite, il n'y a que du brouillard. Et il semble avoir plus peur du brouillard que du mur. Et donc moi, elle m'a beaucoup fait réfléchir pendant cet hiver. Je pense que c'était beaucoup partir de cette métaphore-là et la décortiquer, quoi. Et donc il y a ce truc de, on sait que le chemin dans lequel on est une impasse. Et il y en a beaucoup d'autres à explorer. Et pour le moment, ils sont pleins d'inconnus. Et donc il y a comment est-ce qu'on on ose aller sur des nouveaux chemins, comment on ose explorer, comment est-ce qu'on on creuse des nouvelles pistes, etc., quoi. Et il y a vraiment cette idée de me dire que face au brouillard, le mieux, c'est de multiplier la diversité des itinéraires, des chemins, des pistes, etc., plutôt que de parier sur une seule ou sur quelques-unes, mais d'encourager à ce que chacun prenne son propre itinéraire, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu tout ça qui se mélange, mais en gros, il y a vraiment cette idée de frayer son propre chemin. Et il y a Baptiste Morisot, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui dit avancer à petits pas errants. J'aime bien cette idée-là. On peut y retrouver l'idée du brouillard, Ouais. on voit pas, donc ouais. on avance comme ça et on essaye de voir au fur et à mesure. Mais justement, toi, une question qui me vient en tête, c'est
quand en face il y a un mur et que quand on tourne la tête à gauche ou à droite, il y a du brouillard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est, j'imagine que c'est quelque chose sur lequel tu as réfléchi. Comment est-ce qu'on s'aventure à droite et à gauche quand il y a le brouillard qui, comme tu le racontes dans ton dernier bulletin, est parfois plus effrayant que le mur. On a des fois pas envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le brouillard à droite ou à gauche. Et le mur est, voilà, je vais dire une dinguerie, mais en soi rassurant, parce qu'au moins on est devant et on voit pas derrière. Il cache une certaine forme de réalité, le mur. Ouais, il cache. Et puis en fait, même si on regarde pas le mur, le déni a une forme rassurante. Enfin, on maintient une direction. Donc, je me suis beaucoup basé dernièrement sur un bouquin qui s'appelle L'Inexploré de Baptiste Morisot. Baptiste Morisot, c'est un philosophe du rapport au vivant. Et il a cette métaphore, enfin pas cette métaphore, mais il raconte une pratique de terrain quand tu rentres sur un territoire inconnu. Il dit, on se rend compte que naturellement, quand on pense être à un endroit, donc tu as une carte et tu as un territoire inconnu. Tu rentres à un endroit et tu dis, bah tiens, je pense que par rapport à ce que je vois, je dois être là. Okay. Et tu essayes de naviguer à partir de ça. Il dit là, le réflexe naturel humain, c'est qu'on va tordre la réalité pour s'assurer qu'on est bien, enfin pour se confirmer qu'on est bien à l'endroit où on pense être. Okay. Et donc, là, on croise une rivière, elle n'est pas là, elle doit être asséchée. Mais je suis toujours sur le bon chemin, etc. Et en fait, c'est les biais de confirmation. Oui. Et donc, il y a ce truc de je pense être à un endroit et du coup, je m'auto-confirme là-dedans, quitte à tordre la réalité. J'en parlais avec un ami qui avait fait de la course d'orientation et à un moment, le groupe était complètement perdu et ils finissent par ouvrir le GPS pour se dire, on n'arrive plus à se retrouver, on regarde le GPS. Et le GPS donnait tellement des indications qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils se sont dit qu'ils devaient mal capter. Okay. Et donc, ils tordaient à nouveau la réalité pour... Et donc, il y a ce truc de... je pense que le fait qu'on continue dans la même direction, c'est cette idée de maintenir des biais de confirmation. On maintient des biais de confirmation et en fait, on se rassure en s'agrippant aux croyances qui nous ont amenés jusque-là, etc. Et on cherche à y croire encore et encore, alors que de la même manière que pour la rivière asséchée, ça semble burlesque, ou le GPS qui ne capte pas, on sait très bien que c'est une tu mauvaise prends un idée, petit peu de recul, tu vois très bien que c'est une bêtise. Il suffit d'une demi-seconde de prendre du recul sur la situation, de dire non mais là on n'y est pas, quoi. Et donc du coup, je trouve que... et donc lui, à partir de là, déjà, il dit la pratique sur la carte, c'est d'avoir toujours deux hypothèses. C'est soit là, soit là. Et au lieu de... En fait, il dit, quand tu n'en as qu'une, tu vas regarder tout ce qui te confirme que tu es au bon endroit. Quand tu en as deux, tu vas regarder tout ce qui met en doute. Et donc là, il dit, le fait d'avoir deux hypothèses, c'est pour jamais te perdre longtemps. Et donc, ça me parle pas mal. Et du coup, j'ai un peu dérapé et dérivé par rapport à ton idée là. Mais en tout cas, pour moi, je pense que si on continue dans la direction, c'est pas tant le mur qui est rassurant, c'est plutôt qu'on ne veut pas le voir, même si on sait qu'il est là, parce qu'on s'agrippe à des choses, parce qu'on ne veut pas accepter qu'on est perdu, quoi. Et du coup, je trouve que déjà, assumer qu'on est face au brouillard, il y a quelque chose qui est pas évident, mais qui est une première étape. Et à partir de là, si on accepte ça, de se dire, ok, comment est-ce que j'avance dans le brouillard? Et en fait, à nouveau, là, si on va sur de l'exploration, ceux qui vont en territoire inconnu, ils y vont avec des bons outils, avec une bonne préparation, et donc entrer dans un espace inconnu, ça se fait pas juste en mode si tu veux sauter dans le brouillard, tu risques de tomber d'une falaise. Enfin, un truc. Donc on peut y aller, mais voilà. Peut-être mieux pas. Et donc après, je pense qu'il y a des outils et moi, ceux que je mobilise beaucoup aujourd'hui, et je me rends compte, ça m'a aidé. Tourner autour de cette métaphore, ça m'a aidé de me rendre compte que moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'amener les gens à mieux naviguer le brouillard, quoi. Et là, je commençais à faire un peu la liste de ce qui m'intéresse et de là où moi, je peux jouer un rôle. Par exemple, il y a un truc qui me plaît beaucoup. Il y a un gars qui était un scientifique qui disait et qui venait parler des enjeux climatiques, etc. Et il avait cette invitation, demeurer en présence des savoirs. Et il disait, toujours dans votre chemin, demeurez en présence des savoirs. Et c'est vrai que je trouve que quand on est dans le flou, où il n'y a plus rien de palpable, etc., s'assurer d'un truc solide, en fait, le GIEC, il y a quand même l'ensemble des pays du monde qui sont d'accord. Donc il y a quand même un truc, on n'est évidemment jamais certain à 100%, mais là, il y a quand même un truc où tout le monde est d'accord. Il y a quand même un truc beaucoup plus solide, donc c'est un truc sur lequel on peut se raccrocher. Donc ça, très bien. Mais par contre, moi, je ne me sens pas du tout d'y contribuer.
Donc après, il y a plein de choses, je pense, qui peuvent aider à naviguer le brouillard. Et moi, ceux que je viens manipuler, on en a rapidement un petit peu parlé, mais je trouve que la raison d'être pour un projet, pour un collectif, c'est un outil qui est puissant. Déjà parce quand tu sais pas où tu vas, savoir pourquoi tu y vas, ça te donne un socle justement sur lequel tu peux te raccrocher, de dire Moi, je trouve ça vraiment lié à se raccrocher au savoir. Ouais. C'est prendre, par exemple, la raison d'être comme socle. comme ça, comme moi, j'allais dire base, comme quelque chose d'acquis, et de dire ça, c'est ma raison d'être ou autre chose. Et où que je sois, sur la plage aujourd'hui ou dans la savane ou où que je sois, et ben, je pourrais toujours me raccrocher à ça quelque part. Il y a un truc, je trouve, de sécurisant, et en plus, je trouve qu'il y a un truc d'assez libérateur, parce que souvent, je prends l'exemple de si tu es un constructeur de camions et qu'on te rajoute que c'est déjà pas hyper évident de vivre au quotidien, puis on te rajoute des limites planétaires, genre t'étouffes quoi. Genre c'est complètement, on vient te raconter des contraintes, on vient te rajouter des contraintes existentielles qui font que ton business t'étouffe complètement quoi. Et donc continuer à construire et vendre des camions avec des limites planétaires, moi je trouve que c'est étouffant. Et du coup, par contre, si tu te dis, bah tiens, la raison d'être c'est quoi? Et que c'est complètement fictif ce que je vais raconter, mais que tu te dis, bah notre raison d'être en fait c'est d'amener la bouffe en centre-ville, et bien là d'un coup, ok, jusque-là on le faisait en faisant des camions, demain on va peut-être le faire autrement. Et en fait je trouve que se détacher de ce qu'on fait aujourd'hui, je vends des camions, je construis des camions, etc., et de revenir à pourquoi on le fait, je veux amener de la bouffe au centre-ville, ça permet d'avoir une latitude beaucoup plus grande de ok, aujourd'hui on le faisait comme ça, demain on va le faire autrement, et du coup de se réinventer de manière beaucoup plus forte quoi. Donc il y a un socle et il y a un truc très libérateur qui redonne du souffle et qui permet je crois que souvent aussi on ne veut pas regarder le mur parce que on sent qu'on va étouffer parce qu'on n'a pas de solution quoi. Et du coup je trouve que la raison d'être elle vient aussi redonner du souffle, etc. Et après un autre outil que j'aime beaucoup c'est la prospective, et là c'est, moi j'aime bien dire c'est des détours par le futur. Et c'est de se rendre compte que le futur peut être multiple. Et donc, on essaie de ne pas aller sur le futur le plus probable, parce que c'est celui que les gens envisagent déjà, etc. Mais d'envisager plein de futurs qui sont possibles. Et du coup, de se rendre compte que, en fait, on ne sait pas du tout de quoi va être le futur. Et là où toi, tu penses qu'il est dans cette direction, il peut aller dans plein de directions différentes. Et du coup, je trouve que ça vient éclairer les décisions dans le présent, etc., de manière beaucoup plus fine. Et ça vient rompre le truc d'une fatalité, on va dans le mur. Ça vient montrer qu'en fait, il y a plein de choses et que du coup, il y a plein de choses à faire là-dedans, quoi. Et je trouve que c'est des outils qui me semblent... la prospective, j'aime bien, je sais que tu aimes bien les mots, j'aime bien dire l'objectif de la prospective, c'est écailler l'évidence d'un futur unique. Et écailler les évidences, apparemment, ça vient de Foucault, mais je n'ai pas encore exploré, donc je ne peux pas le citer en faute. Mais du coup, il y a cette idée de... moi je crois que je me bats beaucoup sur les endroits où on vit les choses comme des fatalités. Oui, moi je trouve que c'est un retour sur la carte dont tu parlais tout à l'heure. Tu prends la carte, tu te dis on est là. Deuxième étape, c'est de dire peut-être qu'on est là et on est là aussi. Comme ça, deux hypothèses, beaucoup plus de recherche, on lève des doutes, etc. Et ce dont tu parles, c'est la carte et le futur, et de dire qu'il y a celui-ci et c'est sûr, mais non, il y en a peut-être d'autres. Et donne l'envie, face au fatalisme, de ne pas mettre seulement deux hypothèses, mais d'en imaginer plus, ou même quelque part d'en imaginer à l'infini. Ouais. Mais cette idée de fatalisme, cette idée fatalique quelque part, elle est dure à combattre. Moi, je me revois souvent dire, entre guillemets, allez pas me dire que c'est impossible, parce que sinon j'arrête tout quelque part. De m'attacher à l'idée que c'est possible. Je sais pas quelle hypothèse, je sais pas quoi, mais qu'il y a autre chose que ce dont on nous parle et vers quoi on croit aller complètement. Et je me revois dire, notamment à l'université, de dire mais c'est bien parce que je crois qu'il y a autre chose de possible que je fais tout ce que je fais. Parce que en effet, si j'abandonne cette croyance des autres hypothèses, je m'en tiens au futur tel qu'il est prédit et je me range dans la déprime, je me range dans on n'a pas d'avenir et j'arrête mes idées, quoi. Ça, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Déjà, pour revenir, il y a un jour un gars qui m'a dit l'humain n'a créé que des choses qu'il a imaginées avant. Donc, quand tu veux créer quelque chose, tu commences par l'imaginer, et donc tant qu'on n'a pas imaginé quelque chose, on n'est pas en capacité de le créer. Donc imaginer des futurs possibles, désirables, etc., c'est déjà se donner une première brique de se donner une capacité de le créer. On va refaire un petit retour en arrière du coup. Vas-y.
mais je suis ingénieur de formation, je suis rentré par la RSE, donc le développement durable dans les entreprises, RSE et management, RSE et achat. Et puis après, j'ai baigné dans l'univers de l'entrepreneuriat social, Ok. donc création d'entreprise, mais dédiée à des causes plutôt. Puis j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise à mission, qui est plutôt un nouveau statut juridique où on permet à des entreprises plus classiques de se doter d'une raison d'être, etc. Et puis là, avec la Convention des entreprises pour le climat, je contribue à l'entreprise régénérative. Et donc en fait, tout ça pour moi, c'est des nouvelles pistes qu'on explore justement. On se dit, a priori, la direction aujourd'hui nous emmène dans le mur, on va en explorer des nouvelles. Et un des trucs que j'ai conscientisé dernièrement, c'est que, en fait, explorer des nouvelles pistes, c'est pas apprendre à naviguer dans le brouillard. En fait, il y a quelqu'un qui m'a éclairé une direction et là, j'ai cru qu'il y avait une nouvelle direction et du coup, je la suis. Mais en fait, j'apprends pas à naviguer dans le brouillard. Je me jette sur la moindre nouvelle piste parce que ça me rassure, parce que je sais qu'il y a un mur et du coup, j'ai besoin d'autres choses, etc. Et j'ai beaucoup vu ça. En fait, là, j'avais la métaphore qui venait un peu des bouées, quoi. J'ai un peu genre, je sais que j'ai dans le mur, mais je sais pas quoi faire. Et là, je me jette sur des bouées de sauvetage. Et en fait, ça fait 10 ans que je bosse et j'en ai enchaîné déjà 6 ou 7 de directions, d'hypothèses, etc. Et je suis devenu papa et c'est un des trucs qu'on pourra discuter. Et d'un coup, je me suis pris, moi, la peur du mur de manière beaucoup plus franche, quoi. Beaucoup plus personnelle, beaucoup plus... Et en fait, je me suis rendu compte que sauter sur des nouvelles pistes, ça ne m'avait pas appris à être bien et à naviguer dans le brouillard. Et donc, même si je suivais des nouvelles pistes, j'ai clairement vacillé. Et donc, pour moi, faut oser, il faut se lancer, etc. Mais il ne faut pas juste croire à des nouvelles directions, sinon on rentre dans des nouveaux biais de confirmation, etc. Et c'est pour ça que pour moi, il y a conscientiser le mur, suivre des nouvelles pistes et créer la culture du trouble, quoi. La culture du brouillard et de comment est-ce que je sais faire face à l'incertitude et comment est-ce que le texte dont on parle depuis tout à l'heure, c'est comment on retrouve courage avec la peur. Et donc, c'est comment est-ce que on retrouve courage dans l'incertitude et comment est-ce que on ne se jette pas sur des nouvelles pistes qui sont en fait, qui peuvent être des fausses routes ou qui sont imparfaites, ou etc. Il y a vraiment comment est-ce qu'on apprend à nager, quoi. Et oui, il me semble, si je comprends bien, c'est l'idée de pas seulement jeter la bouée et d'y aller en disant bon, on verra ce qu'il y a, mais d'avoir beaucoup plus une démarche de construction, de dire moi je perçois ça là-bas, peut-être que ça relève de l'imaginaire, certainement que ça relève de l'imaginaire, j'imagine qu'on pourrait aller là-bas. Comment est-ce qu'on construit le chemin, et pas forcément en chemin, mais comment est-ce qu'on construit le chemin pour y aller? Ouais, j'ai un bouquin que je viens d'acheter parce qu'il est assez lié à cet article-là et du coup je ne l'ai pas lu encore, mais de Donna Haraway qui dit « Habiter avec le trouble » ou « Habiter le trouble » ou « Vivre avec le trouble ». D'un coup là j'ai un bug. Mais en fait pour moi l'objectif du coup il est même presque plus de comment j'arrive à être bien dans le brouillard en fait. Oui. Sans être sûr que de telles pistes ou etc. Mais en fait fondamentalement j'arrive à être bien dans le brouillard. Et du coup, je suis beaucoup plus. Enfin, j'ai plus besoin de bouée, quoi. Je suis dans le grand bain, au milieu du grand bleu. Et en fait, là, je me sens assez solide pour être là-dedans, dans cet inconnu-là. Et de temps en temps, je vais suivre des pistes parce que là, elles me semblent intéressantes, etc. Mais je sais que je suis solide et que je ne vais pas vaciller si jamais cette piste que je trouvais géniale, finalement, elle s'avère finalement moins bien, etc. Ou d'un coup, là, tu te retrouves découragé. Parce que des fois, on met beaucoup d'espoir dans une idée, dans un etc. Et si ça ne marche pas, on se décourage. Oui, c'est l'idée aujourd'hui on est dans le brouillard, on va prendre un chemin et potentiellement qu'on y sera toujours dans le brouillard. Ou si c'est pas le nôtre, ça sera un autre, ça sera une autre forme de brouillard. On va en retrouver du brouillard. Vu les changements massifs qu'on doit vivre en tant que société, on va en retrouver un peu partout du brouillard, quoi. L'idée de se consolider pour exister dans le brouillard, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on a commencé à comprendre qui es-tu, des éléments de réponse, mais je vais quand même te poser la question parce qu'elle a son intérêt à mon sens. J'ai envie de te demander qui es-tu, de la manière dont tu souhaites te décrire assez succinctement et surtout dans le moment présent, qui es-tu? Merci pour cette question. Dans l'instant, tiens, j'aime bien que tu la poses comme ça. Un des trucs qui vient depuis longtemps, depuis 4 ans, c'est que je suis papa. Parce que je sais que ça m'a profondément bouleversé. J'avais pas attendu ça pour être engagé, mais d'un coup, ça a mis quelque chose d'intime très très fort. Et j'ai cette phrase de dire, en fait, le 2050 dont on me parle, moi j'aurai 61 ans et je sais pas ce que ça veut dire, mais mon fils aura 30 ans.
et je sais ce que c'est qu'avoir 30 ans, parce qu'aujourd'hui j'en ai 35. Donc je sais ce que j'aime à la trentaine, je sais ce dont j'ai besoin, etc. Et du coup, quand on me parle de 2050, il y a quelque chose de beaucoup plus palpable, quoi. Et donc il y a ça qui est là, et qui est tout le temps là, et qui influe qui je suis, comment je m'engage, etc. Et après, si je dois rajouter quelque chose, moi, mon terrain de jeu, c'est beaucoup l'entreprise. J'ai beaucoup cherché à essayer d'expliquer pourquoi l'entreprise et de défendre pourquoi, etc. Je pourrais le faire, mais en fait, je crois que simplement, c'est là que j'aime être, quoi. Et c'est là que je sens qu'il y a, je sais pas, enfin, ouais, j'aime être là, je sens qu'il y a des choses à y faire, etc. Et donc, je sens que mon terrain de jeu, c'est l'entreprise. Et du coup, il y a comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'entreprise et les entreprises, de manière générale, bougent dans notre monde et essayent de construire un 2050 pour mon gamin, de contribuer à faire émerger, à construire un 2050 qui soit plus désirable que celui dont je peux avoir plus peur, quoi. Donc ton enfant comme élément déclencheur en plus de tes activités, de tes engagements, et l'entreprise comme un outil au final. Ouais, en tout cas, c'est enfin, dans une société où il y a 1000 endroits où il faut agir, je sens que c'est moi la partie du terrain que je prends, quoi. T'as envie d'explorer. C'est celle-ci et c'est ces acteurs-là où je cherche le rôle qu'ils peuvent jouer et comment est-ce qu'on les libère des contraintes qui les empêchent de le faire aujourd'hui, quoi. Ok, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler d'une autre manière. Aujourd'hui, tu as 35 ans, tu viens de dire. Moi, j'ai envie de te donner l'occasion de dialoguer avec Maxime qui a, disons, 18 ans. Je pense souvent 18 ans, l'époque du bac. Si tu as quelque chose à lui dire, un conseil ou n'importe quoi à lui dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à ce Maxime qui a 18 ans et qui va devenir père, qui va s'engager sur ces activités-là? Tu m'avais prévenu que tu allais me poser la question juste avant l'interview et je me suis posé la question et la première réponse un peu facile, ce serait de dire pas grand-chose parce que finalement, je suis assez content du chemin que j'ai eu et de là où je suis aujourd'hui. Ok. Et que c'est toujours facile a posteriori, mais bon, si je m'applique quand même l'exercice et que je pousse un petit peu... Merci pour ton application. Non, mais je trouve qu'elle est intéressante quand même. C'est évidemment tout à fait fictif, mais c'est intéressant de voir si j'avais envie d'accélérer quelque chose, ou etc. Je pense qu'il y a un truc sortie du bac, moi, je m'apprêtais à rentrer en école d'ingénieur, etc. Et pour moi, jusque-là, je suivais la voie tracée sans me poser de questions. J'étais bon en maths et en physique sans avoir à faire grand-chose. On m'avait dit, tu feras ingénieur, c'est ce qui ouvre le plus de portes. Et donc, j'ai fait ingénieur généraliste parce qu'en fait, je continuais à ne pas me poser de questions et à suivre la voie royale qu'on m'ouvrait face à moi ou qu'on me disait qui était ouverte devant moi, etc., quoi. Et je suis heureux de là où je suis aujourd'hui, mais en vrai, je pense que j'aurais pu faire beaucoup d'autres études. Je pense que si j'avais voulu faire Enfin, aujourd'hui, si je recommençais les études, je ferais plus de la philo, je pense. Donc, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu explorer. Et je pense qu'un des trucs qui m'a le plus marqué ces dernières années, j'ai fait un gros stage de communication non violente qui s'appelle Intériorité et Changement, donc qui est avant tout un stage d'intériorité avant d'être un stage d'utilisation de l'outil communication non violente. Et moi, j'y allais dans une démarche de reconnexion à mes émotions. En fait, j'ai pris conscience que je me sentais très peu connecté à mes émotions. Et le stage arrivait déjà, j'avais déjà un peu cheminé, etc., mais je ne me sentais pas encore vraiment en connexion. Et au stage, il y a quelque chose pour moi qui s'est passé, quoi. Et il y a un avant et après où du coup, je ressens mes émotions de manière beaucoup plus vive. En tout cas, j'y suis connecté, je les remarque, etc. Peut-être qu'elles étaient là, enfouies et cachées ailleurs. Mais en tout cas, moi, il y a un avant et un après. Et je sens que une société où on ne ressent pas nos émotions, c'est une société où on s'en branle de tout, quoi. Et du coup, dans les émotions, elles sont plurielles, elles sont variées. Je viens de dire que je viens de passer un bon moment à explorer ma peur et ce n'est pas ce qui est le plus agréable. Et en même temps, je crois que c'est puissant, c'est vivant, etc. Et donc, je pense que j'encouragerais à entrer dans une démarche d'exploration des émotions, quoi. Ok. Et après, pourquoi je ne l'avais pas fait à l'époque, j'en sais rien. Probablement que j'étais pas prêt à le faire, etc. Mais si je pouvais accélérer un truc, je pense que ça vaudrait le coup d'aller explorer ça là-bas, quoi. Oui, il y a certainement plein de raisons qui expliquent de pourquoi tu l'as pas fait. Hein. Je suis moi-même passé par ces mêmes stages
stage formation de communication non violente. Je trouve que c'est très vrai ce que tu dis. C'est bien au-delà d'un stage ou d'une formation, c'est beaucoup plus introspectif. Si bien que quand je suis rentré de ces endroits-là, je disais j'étais en formation, mais c'était bien plus. Le dernier que j'ai fait, j'étais à l'université le lendemain quand je suis rentré. Et les gens me disaient c'était bien ta formation, parce que je l'avais un peu vendu comme ça. Déjà pour pouvoir partir au point de vue de l'université, j'avais dit que je partais faire une formation et je savais que c'était bien plus. Et le lendemain, j'ai dit oui, c'était bien plus. Je disais, les gars, c'était une purge émotionnelle. C'était absolument énorme en termes d'émotion et de reconnexion comme ça avec l'émotion et tout le principe de la communication non violente, émotion, besoin, pré-communication. Et c'est quelque chose que je disais... je pense dans la dernière semaine, je pense à une amie qui a vécu un truc compliqué, on s'appelait pour ça. Et ça m'a vraiment rassuré dans l'appel où elle me racontait ce qui s'était passé, elle avait besoin d'en parler, de la voir dialoguer avec ses émotions. Et la première chose que je lui ai dit, tu sais, quand tu es avec cette personne qui t'a parlé énormément d'elle, de sa situation, de ce qui se passe mal, toi tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire. La première chose que j'ai trouvé à dire, je lui ai dit je suis content de voir que déjà tu es connecté avec tes émotions, parce que tu me décris une situation qui est compliquée, qui a été compliquée à vivre pour toi. Et moi, ce qui me rassure là déjà, c'est de voir que tu m'as parlé de tes émotions et que tu m'as pas parlé, par exemple, de la situation en elle-même, il s'est passé ça, ces personnes ont fait ça ou quoi que ce soit, mais de dire face à ça, moi j'ai ressenti ça, je me ressens. Et moi, les émotions, c'est vraiment... je pense que je les lève au rang de guide quelque part dans la vie, dans le sens où je pars vraiment du principe que c'est ce qui nous pousse à agir, nous pousse dans l'action, nous pousse dans le chemin, nous pousse dans quoi que ce soit, nous pousse dans tout quelque part. Et je mets un point d'orgue à être alerte sur mes émotions. Là, je me prends en flagrant délit et je me dis, des fois, je ne le suis pas assez. Évidemment. Je pense qu'on hérite, je crois, d'un monde, d'une civilisation, d'une société et d'une époque où c'est pas vivement encouragé, en fait. C'est même... le contraire, même. Et moi, je le remets à nouveau là, sur cette distinction homme-nature. J'ai l'impression que, en fait, on essaye de s'affranchir de tout ce qui vient avec le fait d'être un être vivant. Et on va valoriser que ce pourquoi on croit en être séparé. Et donc, souvent, c'est notre cerveau, quoi. On a l'impression que l'humain, c'est le seul être vivant qui a développé une conscience, etc. Et du coup, tout le reste, c'est comme si tout le reste n'avait pas de valeur. Et que ce qui n'a de valeur, c'est que notre cerveau. Notre corps, c'est un véhicule pour transporter notre cerveau aux endroits où on en a besoin. Et du coup, l'entreprise, pour revenir à ce terrain de jeu, souvent, je l'entends de moins en moins, je crois. Mais ce truc de l'entreprise, c'est pas forcément l'endroit pour exprimer ses émotions, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a créé un espace où, en effet... on le crée à l'image de ce qu'on voudrait être, où c'est très déconnecté des émotions, très déconnecté. Les saisons, c'est une autre contrainte desquelles on essaye de s'affranchir, quoi. Ça crée une logique très fonctionnelle, en fait. Ouais. Et pour moi, si on a autant peur de l'IA, c'est parce que on a valorisé que la partie qui est remplaçable par l'IA, presque. Ouais. En fait, l'IA, elle va être en capacité de calculer, de raisonner mieux que nous, mais il y a tout un tas de trucs qu'elle ne va pas avoir. Et en fait, moi, j'ai l'impression que les émotions, c'est justement un des trucs dont on a besoin et qui ne sont pas rationnels et qui ne sont pas forcément justifiables, etc. Mais qui sont là et qui, pour moi, ont une utilité hyper forte, quoi, et que je ne peux pas forcément expliquer, comprendre, etc. Et en effet, je sens à quel point elles sont... quand je travaille sur la raison d'être, on passe par les émotions, quoi. Qu'est-ce qui nous touche et il y a les émotions... qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, etc. Et t'en as qui sont plus désagréables, qu'est-ce qui nous bouscule, qu'est-ce qui nous dérange, etc. quoi. Ouais, mais c'est celle qui nous informe quand bien même sur qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Enfin, soit t'es bougé parce que ça t'anime complètement, ou de l'autre côté ça t'anime aussi, mais c'est pas la même manifestation, mais la raison est la même, quoi. Mais tu vois, j'ai envie de rebondir sur l'IA. Moi, je pense que moi-même, j'ai pu être effrayé par l'IA en se disant mais comment est-ce que ça va impacter comme ça nos usages quotidiens, les professions, le monde du travail, etc., etc. Et il y a un moment, je me suis dit, en fait, ce truc, c'est une énorme opportunité
pour, j'ai envie de dire, les profils créatifs. Et au-delà du profil créatif, qu'un profil, mais aux personnes qui sont vraiment connectées à une existence émotionnelle, une intelligence émotionnelle. Et ces personnes qui sont capables de dialoguer aussi profondément avec ces dimensions du soi. Je me suis dit, l'IA, ça va au final vraiment mettre en valeur, mettre en exergue ces profils-là. Ils vont... Ouais, c'est vrai. Là, ça m'amène à me dire, en fait, est-ce que enfin, tu vois, genre moi, je sentirais hyper triste d'être comparé à une IA, quoi. Enfin, je me sentirais tellement réduit dans un truc très, je sais pas, juste intellectuel, juste, etc., mécanique, robotisé, automatisé, etc. Et je sentirais que ça ne raconte que très peu de mon existence d'humain, quoi. Oui. Et du coup, je pense que c'est justement toutes les différences qu'il y a entre ce qu'on pense être dans notre complexité et intégrité qui sont à rappeler et à se rappeler pour se rendre compte que l'IA ne remplacera pas tout ça, quoi. Elle pourra remplacer une partie et potentiellement ça pourrait être hyper utile, en fait, parce que en effet, il y a des capacités de calcul, etc. Je suis quand même bien content qu'il y en ait d'autres qui le fassent plutôt que de le faire sur un bout de papier, quoi. Mais il y a en effet d'autres choses à valoriser et je pense que c'est pas mal que l'humain essaye de se reconnecter à ça, quoi. Et est-ce qu'à travers la raison d'être, on sort de l'IA, on va sur la raison d'être, j'ai envie de te demander, est-ce que tu vois vraiment la connexion à la raison d'être avec derrière la connexion émotionnelle comme une solution, on va dire, face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, aux évolutions de la société? Est-ce que c'est pour ça que tu t'engages d'ailleurs dans cette facilitation-là sur la raison d'être, sur les valeurs? En fait, la raison d'être, elle m'intéresse à plein d'endroits. Déjà, peut-être une petite distinction. Je l'ai beaucoup utilisé et pour l'individu et pour le collectif. Et aujourd'hui, je l'utilise presque plus que pour le collectif. Parce que pour l'individu, je trouve que autant j'aime beaucoup le nom du concept pour l'entreprise, autant pour l'individu, je trouve qu'il est dur à porter, quoi. Comme si on avait besoin d'une raison pour être. Enfin, tu vois, il y a un truc de raison d'être. Est-ce que tu as besoin d'une raison pour être? Et donc, je ne pense pas que l'individu, on ait besoin de se dire qu'on a une raison d'être. On peut parler de nos aspirations, de ce qui nous anime, on peut parler de plein d'autres manières. Mais je trouve que là, d'un coup, ça met quelque chose d'hyper imposant. Trop lourd, vraiment les deux mots raison d'être. Alors que, justement, pour l'entreprise, je trouve que se reposer la question de est-ce qu'il y a une raison d'être? Est-ce que ce truc qu'on a créé, il a toujours une raison d'être? Il y avait quelqu'un qui me racontait un jour la métaphore de tu as un petit village, puis d'un coup, tu as 3 arbres qui tombent, ça coupe le village, ça tombe sur la route, ça coupe le village de toutes ses connexions, etc. Tu as 3 gars qui savent le faire, qui se mettent à couper, à couper le bois, etc. Et ils en ont besoin et ça dégage la route. Et puis là, en fait, ils se disent tiens, ça marche bien, en plus on peut revendre le bois, etc. Puis ils continuent à couper du bois, etc., quoi. Et donc, il y a un moment où il y avait une utilité qui était évidente, etc. On en avait besoin et on l'a fait jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on en a encore besoin? Est-ce que dans les conditions actuelles, on veut continuer à le faire, etc. Est-ce que maintenant qu'on sait qu'on a un stock de ressources limité, on veut continuer à faire ça, etc. Et donc, se reposer la question de est-ce qu'on veut continuer à exister me semble important. Et je pense que, on parlait de l'automne, je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup d'industries qui, par choix ou par contrainte, vont fermer. Et donc, il y a des choses qui, pour moi, n'ont plus de raison d'exister. En tout cas, dans un futur, il y a des chercheurs qui parlent de futur obsolète et de technologie et d'industrie zombie. Et j'aime beaucoup cette idée de futur obsolète. Il y a des activités, des industries qui contribuent à des futurs qu'on sait déjà obsolètes, qui ne pourront pas exister et perdurer dans le temps. Et du coup, les technologies zombies, c'est tous ces trucs qui continuent à exister, qu'on maintient existants aujourd'hui, alors qu'on sait qu'ils sont déjà morts-vivants, quoi. Et donc, pour moi, la raison d'être, elle part de l'idée de je crois que c'est important que toute organisation aujourd'hui se repose la question de est-ce qu'on a une raison d'être et du coup, en fait, pourquoi on a envie d'exister. Et puis après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, pour moi, l'idée, c'est surtout pas que les entreprises ferment. Je ne crois pas que ce soit ce qui est le plus souhaitable. Mais par contre, je pense que sans cette reconnexion-là, ça ne leur permettra pas de se réinventer de manière intéressante. Et c'est ce que je donnais tout à l'heure sur exemple sur le constructeur de camions. Les limites planétaires, c'est des trucs qu'on sait on les a déjà dépassés, mais plus on va les dépasser, plus on va se créer un contexte qui va être de moins en moins vivable pour l'humanité, quoi.
Et donc, il y a un truc où soit on les accepte, soit elles vont s'imposer à nous de manière beaucoup plus forte. Et les accepter, des fois, ça peut être complètement étouffant, quoi. Et du coup, pour moi, dans une organisation, se reconnecter à une raison d'être, ça permet de se transformer plus facilement, quoi. C'est cette bouffée d'air, ce souffle que redonne la raison d'être qui m'intéresse le plus, je crois. Et c'est l'idée là, dans le cadre de l'entreprise, de la redirection. Ouais. Tu as dit qu'il y a peu d'intérêt que les entreprises ferment en reconnexion à la raison d'être. Ce truc qui est là-haut, on va dire, ça me permet de prendre un autre chemin, de me rediriger vers un autre moyen au final. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on maintient parce que on l'a toujours fait, puis parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font un boulot parce qu'il faut un salaire, parce que... et en fait, se reposer la question de tiens, pourquoi on fait les choses et de se dire mais est-ce que c'est suffisant comme justification, ça me semble intéressant et important, quoi. Je trouve qu'on retourne sur la logique fonctionnelle dont on a vite fait parler tout à l'heure. Et j'ai souvent eu ces termes. Moi, j'ai la sensation, et là, tu vois, je parle de presque de mes émotions, de vivre dans un monde mécanique où tout fonctionne très très bien, si on nommait plein de choses, hein, mais où tous les rouages comme ça, ils sont parfaits. Il y a une logique qui suit et on y va et on n'a pas envie d'en sortir parce qu'on... Là, on retourne sur le mur et le brouillard, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a autrement. Et cette vision de la vie mécanique, souvent je l'appelle comme ça, elle m'éreinte énormément, elle me fait du mal, des fois, de regarder à l'extérieur et de dire mais la vie est tellement mécanique. Et c'est vraiment connecté avec l'idée des émotions. C'est les mêmes rouages, c'est les mêmes fonctionnements. Et sur l'individu, j'en viens à l'individu, dans l'aspiration, comme tu pouvais dire. Moi, j'aime énormément demander aux gens, et des fois, je me trouve peut-être un peu dérangeant avec des questions aussi profondes. J'aime bien dire aux gens, et toi, qu'est-ce qui t'anime dans la vie ? Qu'est-ce qui fait sens pour toi ? Et des fois, je tombe sur des personnes qui me répondent pas. La dernière fois, il y a quelqu'un, je lui dis ça, elle me dit ah ouais, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Et je fais c'est important, de la même manière qu'une entreprise, on le disait, de redéfinir, de revenir se poser la question sur la raison d'être. C'est important en tant qu'individu de se dire qu'est-ce qui m'anime dans la vie, pourquoi est-ce que, j'ai pas envie de dire ça, mais pourquoi est-ce que je me lève le matin, pourquoi est-ce que je suis là. Enfin, en tout cas, on n'a pas forcément besoin de le conscientiser pour que ça existe, mais de le conscientiser, ça permet de s'assurer qu'on le maintient. Et notamment quand on est dans un collectif, dans une entreprise, la raison d'être, souvent, elle préexiste. En tout cas, je bosse beaucoup avec des acteurs engagés, ils ont une raison d'être un peu depuis le départ, quoi. Ouais. Mais par contre, de reprendre le temps, de se dire tiens, pourquoi, et d'en discuter ensemble et de la clarifier, etc., d'un coup, ça donne vachement de clarté. Et puis, c'est un truc, tant que c'est diffus, on ne peut pas s'accrocher à ça. À partir du moment où on l'a exprimé, il y a un truc plus facile sur lequel s'accrocher et s'assurer qu'on ne l'oublie pas, etc., quoi. Donc ouais, moi ça me parle pas mal. Et sur ce truc de qu'est-ce qui fait sens pour toi, moi il y a un des exercices que je donne sur la raison d'être, c'est que je mets les gens en binôme dos à dos et chacun doit répondre à la question, si tu pouvais dédier ta vie à quelque chose, ce serait à quoi et pourquoi ? Ok. Et donc imaginons qu'on le fait ensemble, tu parles pendant 8 minutes et je n'ai pas le droit d'interagir. Et donc moi je reste silencieux, je peux prendre des notes parce qu'après on va pouvoir échanger, etc. Mais j'ai pas le droit d'interagir. Et toi si tu as des silences, je te laisse dans tes silences. Et en fait, tant qu'on n'est pas arrivé au bout des 8 minutes, tu es face à cette question et toi, tu penses à haute voix, quoi. Et en fait, c'est un exercice moi, qui me fascine, que j'adore et que je continue à faire dans presque tous mes ateliers raison d'être, quoi. Et en fait, 8 minutes, c'est très peu, mais ça paraît vertigineux quand on le propose comme exercice. Et en fait, c'est vraiment prendre le temps de se poser cette question. Et là, j'y ai repensé parce qu'il y a un étudiant, une fois, où je leur fais faire, étudiant en entrepreneuriat, je leur fais faire cet exercice. Et à la fin, il me dit, mais ça sert à quoi ? Moi, je ne veux pas créer une asso, je veux créer une entreprise. Ok. Et donc là, d'un coup, je reprends souvent cette anecdote parce qu'elle m'a marqué sur lui, dans son imaginaire de ce que c'est qu'une entreprise, ça n'était pas utile de se poser la question de ce qui l'animait. S'il pouvait dédier sa vie à quelque chose, ce serait à quoi et pourquoi ? Il n'arrivait pas, alors il y avait probablement, on ne va pas se leurrer là-dessus, un peu de provoque aussi, parce que moi je venais, c'était un master en entrepreneuriat, pas forcément engagé, que moi je venais du milieu de l'entrepreneuriat social, donc je pense qu'il y avait probablement un jeu conscient, inconscient qui se passait aussi. Mais n'empêche que je trouve ça intéressant de se rendre compte que derrière ce mot entreprise, on va en avoir un imaginaire vachement limitant, quoi. Ou alors, j'ai demandé à des étudiants de me remplir une slide avec des photos de la nature et une slide avec des photos de l'entreprise. Et je leur demande en parallèle, hein, donc en plus, c'est pas genre isolé. Photos de la nature, j'ai que des paysages, de la verdure, etc. et aucun humain là-dedans.
Donc, Ok, d'accord. l'imaginaire de la nature, l'humain n'est pas dedans. Ah ouais, c'est vraiment, ça illustre, C'est ça illustre beaucoup. flagrant cette distinction-là. Et dans l'entreprise, il n'y a que des humains, toujours à l'intérieur, pas un autre être vivant. Donc vraiment une C'est dans du distinction des deux gris, mondes. c'est dans du vert, c'est dans des matériaux inertes. Et du coup, c'est fascinant. Et tu vois, une ferme, c'est une entreprise, une boulangerie, c'est une entreprise. Et c'est jamais arrivé dans les images qu'ils m'ont proposées, quoi. Et il y a un truc de... on crée ces objets-là qui sont en effet séparés, où on a... Enfin, ouais, il y a un truc plus mécanique, ouais, mécanique, je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, genre, il y a en effet, on va parler de process, etc. Mais je trouve que ça bouge, hein. On a de plus en plus de métaphores, on va parler d'écosystème, on va parler de... Ouais, bien sûr. Il y a de plus en plus de vocabulaire qui montre, qui me montre en tout cas, que ça évolue Ouais, du l'imaginaire. vocabulaire et qui retranscrit une évolution des pensées derrière le vocabulaire. Moi, ça me renvoie à ce que tu dis, la visite d'un incube en ESS que j'ai fait il y a quelques temps de ça, donc dans le cadre de mon master en entrepreneuriat aussi. Et il y avait eu cette question de la part de l'intervenant lui-même. L'intervenant, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais avait dit qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, enfin, quelles sont les différences entre une entreprise de l'ESS et une entreprise entre guillemets normale, ou je sais pas quel guillemets utiliser. Et moi, j'avais pris la parole, un peu de manière offusquée. J'avais dit, mais est-ce qu'il y a tant lieu de mettre comme ça, avec volonté, une frontière entre l'entreprise de l'ESS et l'entreprise normale, comme si on séparait deux mondes qui voudraient se faire la guerre s'ils en avaient l'occasion. Il y avait eu voilà, une discussion comme ça, et dans la visite, il y avait une question qui était revenue un peu... qui évoquait encore cette différence. Et moi, j'avais reparticipé en disant, mais c'est la même chose que tout à l'heure, il n'y a pas tant lieu de segmenter le monde comme ça. Et l'exemple que tu donnes, je trouve, sur l'étudiant qui dit, bah non, je veux pas travailler pour une asso, il illustre vraiment comme ça. Ouais, bah, après, il y a une réalité entre... il y a des entreprises... en fait, moi, là où je te rejoins, c'est... pour moi, on doit investir l'imaginaire qu'on a autour de l'entreprise de formes beaucoup plus variées que ce qu'on a aujourd'hui. J'aimerais que quand on pense à entreprise, on pense plus à une ferme, qu'on pense plus à une boulangerie, qu'on pense plus à une boîte de l'ESS, etc., que à de la start-up ou du grand groupe, et c'est beaucoup plus rare déjà, de la PME, etc. En fait, derrière ce mot entreprise, il y a des réalités tellement multiples que on ne peut pas... j'aimerais qu'il soit habité de cette variété-là pour que les gens puissent se rendre compte que c'est beaucoup plus varié. Oui, qu'on utilise tous les termes et toutes les représentations. Et après, ça n'empêche pas de se rendre compte quand même qu'en effet, il y a des gens qui tentent des choses différentes. Moi, la distinction, je l'avais notée, en fait, sur justement le passage de l'entreprise qui définit sa raison d'être et celle qui ne le faisait pas. Et en fait, pour moi, l'entreprise, pendant longtemps, elle avait un rôle économique, et uniquement économique. Et on se satisfaisait très bien de ça, parce qu'on avait une société qui, puisqu'on ne regardait pas à plein d'autres endroits, on avait l'impression qu'elle allait bien. On avait du plein emploi, on avait de la croissance économique, on avait du progrès, etc. Et donc là, l'entreprise jouait un rôle économique, et en fait, ça allait bien à tout le monde, quoi. Et dans un endroit où ça fonctionne, ta société fonctionne comme ça, bah, l'entreprise, elle est là pour faire de l'argent, donc elle regarde le marché et à un endroit où elle pense qu'elle va pouvoir prendre des parts de marché. Et donc en fait, tu existes parce qu'il y a un marché. Et tu peux justifier toute ton existence par l'existence d'un marché. Et donc on le voit en école de commerce, tu fais des études de marché, tu fais, etc. Tous les outils sont plus sur une lecture d'un marché. Où est-ce que tu vas pouvoir t'insérer pour prendre des parts? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire de l'argent, quoi. Et le shift, pour moi, sur la raison d'être, en fait, on le retrouve à plein d'endroits, on le retrouve dans l'ESS, on le retrouve dans l'entreprise à mission, etc. C'est d'un coup des gens qui se disent, mais attends, avant de me poser la question du marché, à quoi j'ai envie de servir? Qu'est-ce qui a une utilité dans la société auquel moi j'ai envie de contribuer? Et une fois qu'on a une clarté là-dessus, de dire, bah, tiens, maintenant je vais chercher un marché. Et en fait, tu vas chercher un business model qui permet de te financer pour contribuer à cette raison d'être-là, quoi. Et donc la question du marché, la question du business model, elle est toujours là. Mais elle arrive en second, après la clarté de à quoi on a envie de contribuer. Et donc là où la distinction ne se fait pas tout à fait, c'est pour ça que l'entreprise à mission, pour moi, elle est intéressante, même si elle est critiquée à plein d'endroits, c'est qu'elle fait le pont, quoi, à tout un tas d'entreprises qui sont plutôt construites par un marché,
la possibilité là, à cet endroit-là de se dire, bah, tiens, en fait, si on se donne une raison d'être, c'est quoi? Et du coup, d'évoluer en fait, et de rentrer plutôt dans une dynamique, ok, aujourd'hui, finalement, on n'a plus envie d'exister juste parce qu'il y a un marché, mais on a envie de se doter d'une raison d'être. Et là, moi, j'ai vu des dirigeants, notamment 2 dirigeants, plutôt boîtes de communication, etc. Ils arrivent pas très loin de on va léguer notre boîte, etc. Et est-ce qu'on est fier de la boîte qu'on a créée? Bon, bah, en fait, dans une époque comme la nôtre, avec toutes ces tensions, pas tant que ça. On est une boîte un peu classique, etc. Et on a envie de la transformer. Et par l'entreprise à mission, on se dit, bah, en fait, si cette entreprise, elle existe, à quoi elle doit servir, quoi. Et donc, pour moi, il y a des choses assez authentiques. Et je pense que c'est pas anodin que tout ça émerge à un moment où le futur, il est beaucoup plus incertain. Quand il était vachement plus ouvert, on ne questionnait pas, on roulait. Et Oui, l'entreprise, on y allait activité comme économique, ça, quoi. Et là, on a un avenir incertain qui repose plein de questions et qui, d'un coup, des gens disent, mais en fait, est-ce qu'on doit continuer à faire ça ou pas? Et là, je trouve que la raison d'être, c'est un bon endroit pour se dire, ok, je prends un petit peu de recul, à quoi j'ai envie de contribuer? Et c'est probablement pas la bonne solution dans le sens où toutes les entreprises doivent passer par là. Mais en tout cas, pour toutes celles à qui ça parle, je crois que c'est un outil qui est assez puissant, quoi. Carrément, c'est sûr. J'ai envie de dire 2 mots sur ces questions dos tourné que tu proposes. Dos à dos, ouais. Dos à dos, pardon. Le qui es-tu que je pose toujours comme ça dans les rencontres, il vient de ce même exercice. J'étais en Italie dans une sorte de formation, truc entre la communication non violente et un million d'autres choses. Et on avait fait cet exercice, donc c'était en anglais, où on était face à face pour le coup. On était en plus en forêt, c'était dans les Dolomites. On allait pour chaque session de travail, vraiment on quittait notre lieu qui était déjà en montagne, enfin déjà assez atypique, pour aller dans la forêt. Souvent on y allait pieds nus, enfin très 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 atypique. Et un jour là-bas on a fait cet exercice du qui es-tu en anglais, who are you? Et l'idée c'était voilà, de manière frontale, certainement que ça avait duré une dizaine de minutes. Il y avait A, il y avait B, disons. B répondait et A posait la question. Donc qui es-tu? Et B répondait, donc tu répondais parce qu'il venait. En fait, et la question revenait, elle était répétée. Ouais. Pendant je dis 10 minutes, peut-être que c'était plus, à vrai dire, j'en sais rien. Et je me souviens de ce qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu, qui est tellement introspectif et qui te cherche, enfin, qui te pousse à réfléchir à vraiment qui es-tu en fait. Quand ça fait, je sais pas, là, 37 fois qu'on te demande, t'es en mode, bah ouais, vraiment, qu'est-ce que je suis? Je t'ai déjà répondu. Et j'avais vraiment trouvé ces questions très très fortes. Et c'est des situations un peu de méditation que j'avais retrouvées dans d'autres endroits, sur des questions sur l'authenticité, sur la culpabilité. Ouais. Et tu as un reflet avec l'autre personne. Et puis c'est des exercices qui te font passer la première, ce que tu as déjà conscientisé. Enfin, tu vois, sur le dos à dos, quand les entrepreneurs ils font un dos à dos, les 3 premières minutes, c'est leur pitch, quoi. Et puis après, bon, il me reste 5 minutes, l'autre il répond pas, qu'est-ce que je continue à raconter, quoi. Et du coup, là, pareil, tu vois, le qui es-tu, moi, je le fais faire. En fait, tous les exercices que je cherche, c'est souvent des exercices de ce type-là, dans le sens où ils vont te faire dépasser ce que tu as déjà conscientisé. Et là, ça marche très bien à l'écrit aussi, où tu prends un début de phrase, toujours le même, et tu l'écris autant de fois que tu veux, et à la fin de la phrase, tu marques toujours la même chose. Tu marques toujours le même début de phrase et tu marques ce qui vient. Après. Ouais. Et donc, ça pourrait être, bah tiens, je suis, blablabla, je suis, blablabla, je suis, blablabla. Et tu marques à chaque fois, je suis. Moi, je le fais beaucoup pour la question des bénéficiaires est une question très centrale pour moi dans la raison d'être, à qui on a envie d'apporter de la valeur, etc. Et du coup, je leur fais rédiger cette phrase, moi, j'ai envie d'apporter de la valeur à 3 petits points. Okay. Et là, ils prennent une page de carnet et ils vont l'écrire genre 20 fois. Et à chaque fois, ils doivent écrire la première chose qui leur vient en tête. Et s'ils n'ont pas d'idée, ils laissent vide et ils recommencent. L'idée, c'est vraiment que tu t'arrêtes jamais d'écrire. Ah ouais, avec une écriture comme ça continue. Ouais. C'est super ça. Et du coup, un peu de la même manière, tu vois, on peut le faire très bien aussi à l'oral mais en fait, à qui tu as envie d'apporter de la valeur. Et puis l'autre répond, mais en fait, à qui tu as envie d'apporter de la valeur, etc. Et ça marche très bien à l'oral. Et à l'écrit, c'est aussi très cool. Aussi. Mais je pense que ça marche encore plus à l'écrit. Enfin, je le vois comme marcher encore plus à l'écrit parce que tu es là avec ton stylo et tu trouves face au blanc. Et je trouve que moi, j'avais pas vraiment. J'avais bien vécu, tu vois, les moments de blanc où la personne me disait qui es-tu? Et où je pouvais avoir 3-4 secondes avant de dire cette fois je suis là je vais dire ça. Et je pense que quand tu es à l'écrit et que tu viens au bout de la phrase et que tu n'as rien et que tu recommences, il y a un côté ultra engageant, je trouve, de dire il y a un moment il va bien falloir que je trouve là qui je suis, quelle est ma raison d'être.
Et par contre, je sens vraiment le début, enfin que ça soit au papier ou à l'oral, tu sors ton pitch entre. C'est pas évident en plus, quand en effet, dès que tu entreprends, tu es invité à présenter souvent ton projet, etc. et à roder et à être de plus en plus clair, etc. Et donc il se précise, et il se précise au contact des autres, et donc de comment ils réagissent, etc. Et souvent, la raison d'être, tu vois, il y a beaucoup de démarches qui invitent à beaucoup aller voir à l'extérieur. Qu'est-ce qu'en pensent tes fournisseurs, qu'est-ce qu'en pensent, etc. Et moi, je trouve que c'est intéressant, mais dans un second temps. Parce que si tu commences par ça, tu vas être tellement biaisé, ça va être tellement dur de te détacher de ce que les autres pensent que tu es, parce que ça va te figer dans ce que tu veux, enfin ce que tu as l'impression qu'il faut être, etc. Ouais, ou ce que les autres veulent que tu sois quelque part. Et du coup, je trouve que commencer par un truc plus laborieux, mais plus introspectif, et après utiliser le regard des autres comme ça apporte de la clarté, de dire « Ah tiens, c'est marrant, toi tu le dis comme ça m'intéresse, etc. » Mais connecté à ce que tu as déjà sorti, quoi. Je trouve que ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, sur l'amas de conseils des fois qui te vient, et si je le mets en relation avec ce que tu viens de dire, moi dans la formulation, dans la maturation d'itinéraire, des fois j'avais des gens qui me venaient... Je faisais la démarche d'expliquer, blablabla, moi je vais créer ça, et les gens me disaient « Ah, mais toi, il faut que tu fasses ça, toi, ça sera ça ton bise, toi, ça sera ça ton projet. » Tu peux faire pas mal l'éponge dans ce genre de moment, parce que tu peux avoir des gens qui eux-mêmes ont monté des boîtes ou ont eu des projets qui ont vraiment bien marché, et tu te dis il doit pas raconter des âneries au final. Et des fois, je rentrais le soir chez moi et je me disais « Attends, mais lui, il m'a dit ça, il m'a dit ça sera ça ton bise. » Je disais « Mais non, ça sera pas ça. Ok, je vois le chemin qu'il a pris pour y arriver, mais non, ça sera pas le mien. » Donc la force de se dire des fois, non, en fait. J'avais entendu, je ne saurais pas dire d'où elle revient, mais cette phrase qui m'avait marqué et qui est évidemment caricaturale, mais qui disait « Arrêtez d'essayer d'écouter des conseils ». Et je trouve qu'elle a ce côté intéressant, et en fait, évidemment, il faut continuer à en écouter, mais cette capacité de discerner est-ce que ce conseil, il te correspond ou pas, c'est dur, quoi, parce qu'en fait, sur un même sujet, tu vas avoir tout et son contraire. Genre, tu as des gens qui vont te dire tu devrais faire ça, et d'autres qui vont te dire tu devrais faire ça. Ils ont tous les deux de l'expérience, éventuellement tous les deux réussi, et ils disent des choses opposées, quoi. Ouais, toi, t'es là au centre. Et donc après, la bonne réponse, elle dépend de toi, quoi. Et donc en effet, elle a cette capacité à pas absorber trop rapidement, mais à discerner de est-ce que je suis OK avec là ce qu'on vient de me conseiller ou pas. Je pense que c'est assez précieux pour arriver à pas aller trop vite dans des directions qui ne nous correspondent pas trop. Ouais. Carrément. J'ai une question comme ça qui me vient. Est-ce que par moment, tu as du mal à structurer ta pensée avec l'abondance de toutes ces réflexions, avec l'abondance des tenants, aboutissants, des nouvelles idées? Est-ce que par moment, tu sens vraiment que tu butes sur structurer ta pensée et en faire quelque chose, et ça nous permettra peut-être d'aller sur l'écriture, justement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça nous Je me suis dit, directement à ça. Moi, ça se joue à deux... Enfin, oui, souvent. J'ai du mal à clarifier ma pensée pour répondre à la question. Et comment ça se clarifie? C'est souvent par l'écriture. Ça se joue à deux endroits. Par les discussions. Enfin, tu vois, le pré-libre, j'ai conscientisé plein de choses en écrivant et en parlant. Et quand on n'arrêtait pas de me poser la question, et quand tous les clients ils me demandaient « mais du coup, ça fonctionne comment ?» etc., ça te force à l'expliquer et à trouver de la clarté, etc. Et donc au début, j'étais complètement fouillis, puis à la fin, j'espère beaucoup moins. Donc évidemment, en parler, ça aide. Mais moi, il y a un vrai... Enfin, en tout cas, quand je creuse des sujets qui sont compliqués, qui sont nouveaux pour moi, ça passe souvent par l'écriture. Et la digestion se passe souvent par l'écriture, quoi. Et il y a vraiment un truc de... je te parlais de cet article... Enfin, je l'ai mâché, je l'ai macéré, j'ai galéré, quoi. Enfin, j'ai galéré à l'écrire, quoi. Il a mis un bon mois à s'écrire ce texte, quoi. Et je l'ai trituré dans tous les sens et j'arrivais plus à... Il y a un moment, j'enchaînais des idées, puis je me disais, mais attends, mais c'est quoi le lien entre ces idées? Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire, etc. Puis alors, je me fais un peu d'écriture automatique, ou j'essaye de me parler, puis à un moment, j'en suis venu à abandonner complètement le texte, à le recommencer à zéro, en me disant, ok, repars vierge du texte, parce que sinon, je m'emmêlais dans des paragraphes, puis je copiais-collais, puis j'avais 1000 versions du paragraphe. La galère. Ok, tu enlèves, tu réécris. Et là, ouais, ce texte, et encore, je pense que
j'avais besoin de le sortir et que j'ai fini par le sortir, mais il est pas... T'as envie de le retravailler? non, Non. parce qu'il en est là, il est là, mais je sens que je pourrais écrire les messages les plus importants dans un texte beaucoup plus succinct, par exemple. Ouais, mais certainement que c'était pas ta volonté. C'était pas l'état de façon de la pensée à ce moment-là, etc. Et là, ça m'a permis moi, d'avoir beaucoup plus de clarté, de l'avoir travaillé, et puis maintenant, j'en parle, quoi. J'en parle, j'en discute, et là, ça va l'affiner, ça va le préciser, ça va m'affûter sur les idées. Mais en tout cas, la première digestion, elle est vraiment dans le texte, quoi. Donc c'est une écriture en grande partie pour se comprendre. Ouais, beaucoup, je crois. Je me suis beaucoup posé la question de pourquoi j'écris. Et une des premières raisons, c'est je crois que ça m'apporte de la clarté. Ouais. Ça me permet, en fait, ça me permet de voir tous les trous dans le raisonnement. Ok. Tu sais, genre, t'enchaînes des idées, puis tu dis, mais ça s'enchaîne pas du tout, ça. Alors, ça passe crème, les gens, ils se rendent pas compte. C'est genre, tu balances des trucs, puis il suit, puis ouais, ok, et puis il s'accroche à 2-3 trucs et tout. Et en fait, quand tu l'écris, tu dis, c'est un peu rapide quand même, hein, genre, il y a un truc de... Je dis pourquoi il manque un lien là entre nos idées. Yes, mais qu'est-ce que je veux raconter, mais pourquoi et puis de le retourner, et puis etc. Et donc, ouais, l'écriture, ça m'aide pas mal. Et puis même, je me suis mis à faire un peu des pages d'écriture automatique. C'est pas obligatoire, mais j'essaye de le maintenir. Quand tu dis de écriture temps en temps. automatique, c'est... Je prends un carnet et j'écris 3 pages, quoi. Ouais. Et puis, bon, et souvent, je commence en mode, tiens, bonjour les pages, qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui, quoi. Et il y a un peu un truc de presque un dialogue avec les pages. Souvent, je le commence comme ça et je finis par merci les pages. J'ai puis, exactement un la truc même chose. C'est affiché dans ma chambre et c'est affiché dans le bon sens, donc je le revois souvent. Le même dialogue avec les pages, justement, c'est marqué au début. En plus, j'écrivais sur du A5, enfin double A4, A5. Et c'est marqué une page blanche, est effrayant, point d'interrogation. Ouais. Et en fait, je commence à disserter sur le partir rapport de à ça. l'écriture. Ouais, excellent. Et moi, j'ai toujours nommé ça, j'ai énormément de titres de ces pages où j'écris pensée libre. Et des fois, j'y donne un thème, pensée libre sur, pensée libre sur, pensée libre sur. Et je me suis des fois amusé à écrire pensée très libre ou pensée très très libre quelque part, je pense que ça me donnait le degré de liberté que j'avais dans la volatilité de mes propos. Est-ce que tu as déjà... quand tu l'as évoqué, ça m'a donné envie de l'écrire des deux manières et de voir ce que ça impliquait. Penser les pensées et penser le verbe, donc à l'infinitif. Et tu vois, là, ça me donne envie de l'explorer et de dire, tiens, ça s'énonce pareil et ça implique des choses différentes. Qu'est-ce que... Ouais, moi, c'était penser... les pensées. les pensées, ouais. Je pense que penser libre, ER, c'est intéressant aussi de... Qu'est-ce que ça dit? À tenter, écoute, à tenter. Et dans ton écriture, tu as tout le rapport à la compréhension, à la forme dans sa structure, mais il me semble à la lecture de ton dernier bulletin que tu as un rapport aux mots aussi, qui, je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé ça très très beau. J'ai trouvé ça, en roulant, en enivrant, j'avais l'impression d'être sur une vague et je partais en voyage dans le thème au final et ça me portait réellement. Quel est ton rapport comme ça aux mots en eux-mêmes, au-delà du sens? Ouais, merci de renouveler. Je me rends compte que... qu'est-ce que j'ai comme rapport aux mots? Tu vois, il faudrait que j'écrive pour clarifier ma pensée avant de partir. Pensée libre sur mon rapport aux mots. Je pense que déjà depuis toujours, j'ai joué sur les mots. Plutôt en mode jeu de mots, etc. J'ai toujours aimé le côté un peu astucieux de jouer sur des mots. Je crois que j'ai développé une espèce d'observation des mots et de comment on peut les jouer avec, les manipuler, etc. Et de plus en plus, je me rends compte à quel point... c'est tout ce qu'on a et c'est pas grand-chose. Et en même temps, c'est tout ce qu'on a pour communiquer des choses, quoi. Communiquer des idées, communiquer... c'est particulièrement vrai à l'écrit, mais même à l'oral, finalement, on n'énonce que des mots. Donc on l'incarne corporellement... dans le timbre de la voix, etc. Mais il y a un truc où les idées se transposent beaucoup par les mots et il y a un côté très réducteur. Le mot en tant que tel ne peut pas résumer tout ce qu'on a.
Et donc, il y a un truc de... il y a quelques années, j'avais écrit un article sur le prix libre, justement, qui prenait la forme d'un dictionnaire subjectif. Et donc, la première définition, c'était prix, la dernière, c'était libre. Et c'était pas par ordre alphabétique parce que chacune des définitions, donc il y avait prix, je ne sais plus ce qu'était la définition, et après, la définition d'après, c'était la définition d'un des mots de la définition de prix. Et donc, il y avait une espèce de... tu commences à lire la définition de prix, puis après tu t'arrêtes sur un mot et ça veut dire quoi, et puis hop, et puis etc. Et donc je les avais imbriqués comme ça et volontairement, je les avais écrits pleinement subjectifs, quoi, comme un truc de j'ouvre des réflexions, contrat, tu vois, la question du contrat, de confiance, etc. Je l'avais ouverte à cet endroit-là. Et donc j'utilisais la forme de la définition et j'avais eu une critique du dictionnaire en disant qu'un dictionnaire c'est subjectif, ce qui n'a pas l'air de l'être, mais c'est subjectif. C'est en retard et je sais plus, imparfait je pense. Mais en tout cas subjectif, je dis tu prends le Larousse et le Robert, c'est pas les mêmes, donc tu vois bien que la définition et donc qu'est-ce qu'est la vérité, etc. En retard parce que on met à jour un dictionnaire en fait, on met à jour après l'usage, etc. quoi. Et donc alors qu'on arrive beaucoup au dictionnaire pour aller chercher la vérité sur les mots, j'invitais à détourner le dictionnaire pour ouvrir, quoi. Et dans ce travail sur les imaginaires, les nouveaux imaginaires et comment est-ce qu'on imagine des futurs différents, etc., les mots, c'est à peu près tout ce qu'on a, mais ils peuvent vite nous enfermer. Le mot entreprise nous enferme dans un imaginaire. Comment est-ce qu'on le réouvre, quoi. Et donc, il y a cette fascination autour de comment est-ce qu'il peut enfermer, comment est-ce qu'il peut ouvrir, et comment est-ce que, du coup, on peut les manipuler pour véhiculer des idées, pour raconter quelque chose, etc., quoi. Et donc derrière, il y a une envie de trouver de sortir d'un truc fonctionnel, quoi. Je pense qu'un des choses qui fait aussi cet article un peu long, c'est que j'ai pas envie d'être... je ne cherche... Enfin, en tout cas, j'ai à aucun moment une quête d'efficacité dans l'énonciation. Je me dis pas, il faut que je raconte cette idée de la manière la plus efficace. J'essaye de la raconter de la manière la plus... je sais pas, j'essaye d'embarquer dans l'idée. J'essaye de... Il y a un jeu aussi. Enfin, est-ce que tu vois un jeu? Moi, tu vois, j'y vois un jeu. Ouais, peut-être. En tout cas, un des trucs qui m'obsède, c'est de donner la capacité au lecteur de penser par lui-même. Et je trouve que on a un pouvoir non négligeable quand on écrit un texte de convaincre et de réduire la capacité d'esprit critique. C'était Damasio, un auteur de science-fiction, qui avait dit ça une fois. Il dit, en tant qu'auteur, qui plus est de fiction, on embarque dans un personnage, et si on veut, on peut te faire penser comme ce personnage, etc. Et t'en oublies presque ton esprit critique. Et du coup, lui, il écrit toujours avec multi-personnages. Il y a toujours 7 personnages pour que tu sois toujours obligé de naviguer avec ces 7, puis t'en aimes plus ou moins un ou l'autre, mais t'entends des points de vue autres, etc. Et du coup, il y a un truc où je trouve qu'on peut vite être un peu... En tout cas, moi, j'ai cette peur de l'être, d'être un peu péremptoire dans c'est ça qu'il faut penser, etc. Et du coup, je sais que j'essaye aussi d'avoir des détours où là, j'ai tout un gros paragraphe sur les embûches à penser trop vite autour de la peur et pas tirer de conclusions trop hâtives sur ce que je vais raconter après, etc. Ouais, c'est ça, de donner la possibilité de dire je livre une réflexion et je vous souhaite d'en faire ce que vous voulez. C'est pour ça que j'écris au jeu aussi beaucoup. Ce n'est que ma pensée à moi et elle m'appartient. Si elle vous parle, tant mieux, mais elle m'appartient et vous pouvez vous en approprier. Ça permet aussi au lecteur de se questionner sur son jeu, justement. À la lecture de ce genre de texte, tu peux te dire, qu'en est-il pour moi? Et il en pense ça, enfin, l'auteur en pense ça. Moi, de mon côté, si je me posais la question, donc ça permet de renvoyer la balle de l'introspection, permet de faire ce lien-là. Et est-ce que tu t'imagines écrire, je sais pas, un roman, un livre, et peut-être au-delà de ce que tu écris aujourd'hui, peut-être réellement dans la fiction, dans le fantastique ou, J'ai écrit une nouvelle il y a 2 ans, qui a été ma première expérience de fiction. Ok, je savais pas. Qui s'appelle La fièvre du mercredi soir, qui est marrante parce que je ne l'ai pas écrit pour ça, mais après tu remarques que le personnage me ressemble énormément. Et en même temps, il est toute la part que j'exprime peu. Donc, il était hyper en colère sur l'humanité, etc. Et en même temps, il me reconnaît. Et c'est marrant, une entrepreneuse que j'avais accompagnée dans le cadre d'un programme d'accompagnement, où elle avait vécu la journée raison d'être, mais avec 40 autres entrepreneurs. Donc, elle me connaissait sans me connaître, quoi. Et puis, on se rencontre une autre fois, on discute. Et elle me parle de la fiction, elle en écrit, et elle me dit, tiens, tu me l'enverras. Et à la fin, elle m'envoie un message.
Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais du coup, c'est autobiographique ou pas? Enfin, c'est comment? C'est biographique ou pas? Je sais plus comment elle le raconte parce que je t'ai pas du tout reconnu, elle me dit. Et à aucun moment, je lui avais dit que le personnage devait me reconnaître, devait me ressembler, quoi. Donc ça lui a créé cette dualité de j'ai l'impression que c'est Maxime, mais je le reconnais pas. Et genre, et en fait, dans cette fiction, tu as en effet un truc de. J'ai écrit une fiction, mais où je suis pas parti dans une espèce de fiction, narration très large. J'ai incarné une part de moi que je pense très en colère, que j'exprime peu dans mon quotidien. Et là, je l'ai incarné par la fiction. J'ai hâte de lire. J'ai aimé cette expérience, mais je pense que je pourrais jouer avec. Enfin, j'aime bien jouer avec des parts de fiction, mais je ne me sens pas un grand narrateur. En tout cas, pas aujourd'hui. Par contre, travailler. Enfin, aujourd'hui, je me pose la question d'un bouquin, pas à court terme, mais je commence à l'envisager. Et j'aimerais bien, si j'écris un bouquin qui soit un peu multiforme, qui soit un objet déjà en lui-même, où c'est pas un essai où tu déroules toute une pensée, etc. Mais tu vois, tu as peut-être des chapitres qui sont comme le dictionnaire, là, le dictionnaire subjectif, où d'un coup, tu retrouves un peu de tout. Tu as tout, 2-3 pages, etc. Puis dans l'article, ce que je te disais, je m'ose un petit peu à des formes un peu plus poétiques, pour le moment, de manière très fébrile et très cachée. Faut aller au bout du texte pour les voir. Faut aller le captcha. Voilà. Mais en tout cas, d'aller chercher dans la poésie, qui est une manière très libre d'utiliser les mots pour raconter d'autres choses, etc. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et du coup, je me verrais bien sur un bouquin un peu multiforme, qui se prend dans un sens, qui se prend dans l'autre, où tu as des endroits qui sont plutôt sous la forme d'articles, et donc plutôt presque essais. Tu as des formes qui sont un peu fictionnelles. Mais tu vois, par exemple, en fiction, j'ai écrit une fausse candidature de CEO. Il y a un biologiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Amand. Et là, dans le cadre d'un accompagnement que je faisais pour une boîte, je leur ai écrit une fausse candidature d'Olivier Amand au poste de CEO. Et donc là, j'ai utilisé sa pensée que j'ai transposée dans une candidature. Okay. Mais donc, c'est une fiction, mais ce n'est pas une narration. Et donc, je pense que j'aime bien aussi... Je pense qu'il y a plein de manières de mobiliser la fiction sans être dans la narration. Donc voilà, donc si j'imagine un truc, c'est plus un truc comme ça, bricolé, qui vient... qui rassemble toutes les formes quelque part. Et qui vient bousculer, déranger l'essai en lui-même, qui vient s'approprier le livre dans plein de sens différents et tout, quoi. Mais tu vois, ça m'envoie à des situations que je vis souvent, j'ai l'impression. C'est souvent quand je rentre dans une galerie d'art où je commence à discuter avec les personnes, etc. Et des personnes vont pouvoir me dire « Ah, vous êtes vous-même artiste ?» Je vais dire « Oui, quelque part. » Et la personne va me dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Et j'ai l'impression que je devrais répondre la peinture à l'huile, quoi. Et à chaque fois, je dis « Bah, écoutez, pas mal de choses. » Souvent, je le dis comme ça parce que je pense que j'aime bien aussi le dire comme ça. Je dis, bah, je gribouille pas mal, enfin, j'ai pas mal de stylos. Je fais des dessins par-ci, par-là. Des fois, ça ressemble à des choses, des fois pas. Des fois, j'écris des textes en pensée libre. Ou des fois, je pose ma pensée, c'est super structuré. Des fois, c'est de la poésie. Et ma poésie, elle se casse la gueule dans le sens où j'adore faire tomber mon stylo sur le papier. J'aurai peut-être l'occasion de te montrer. Vraiment, je dessine avec la poésie. Puis à côté, je fais du graphe de rue aussi. Et je peux m'embarquer comme ça dans ma pensée. Je dis, oh, donc je suis un peu artiste, mais je retombe beaucoup sur tes mots dans le sens où ça me permet de me comprendre, tu vois. J'ai l'impression que j'arriverai pas un jour à écrire un livre tel qu'est un livre. En plus, la question de l'imaginaire, qu'est-ce qu'on perçoit qu'est un livre, mais ça sera quelque chose de beaucoup plus déstructuré, où il y aura de la narration très brute, très explicite, où on va suivre la narration, puis après, on va se casser la gueule, et puis après, ça sera un dessin, et puis, etc. Ouais, moi, de plus en plus, et tu vois, ça, c'est un des trucs aussi que j'aurais pu dire en gamin de 18 ans, mais je me suis construit et du coup presque enfermé dans je suis ingénieur rationnel, scientifique, etc., quoi. J'aimais bien faire de la photo, mais j'étais le technicien. Enfin, genre, je savais comment fonctionnait un appareil photo et je me valorisais pas comme l'œil. Ouais. Je valorisais ma maîtrise de l'appareil photo. J'ai toujours aimé jouer avec Photoshop, mais et je me suis beaucoup enfermé dans le truc technique de ces pratiques-là, qui était en effet ma porte d'entrée, en tout cas à ces endroits-là, et qui n'osait pas assumer un truc créatif, quoi. Tu vois, là, la poésie, j'y vais... c'est bien. Tout doucement, quoi. Et en même temps, j'y vais, etc. Mais il y a un truc de libérer, un truc beaucoup plus créatif, artistique. Et de plus en plus, il y a quelque chose en moi aussi
j'ai envie de bosser avec plus d'artistes. L'année dernière, j'ai fait un truc sur les 4 saisons avec 2 musiciennes qui on a discuté un petit peu. Moi, je leur ai raconté ma réflexion et après, elles s'en sont emparées et elles ont produit une œuvre de 20 minutes où elles repartaient Il y a quelques thèmes de Vivaldi pour se rappeler les saisons dans l'imaginaire collectif, mais après, c'était de l'impro et elles avaient enregistré un texte qu'elles diffusaient en même temps. C'était ouf, quoi. Et je me suis dit, putain, mais en fait, elles font passer là en 20 minutes quelque chose de sensible, de puissant, etc., qu'en conférence, tu rames tellement à essayer de raconter toute la pensée. Là, il y a un truc. Et du coup, je trouve que l'art, il a ce truc justement, qui permet d'aller au-delà des mots, qui permet d'aller chercher autre chose. Pour raconter des choses et aller au-delà des mots, on va avoir besoin d'art et de multiples formes, quoi. Ouais, parce que tu ressens énormément et ça met en relief plein de ressentis à l'intérieur. Ouais. Tu vois, si on fait le lien entre l'art justement ici et tout ce qu'on disait sur être facilitateur et les exercices dont on a pu parler tout à l'heure. Moi, je me souviens dans ce même endroit en Italie, on avait fait pas mal d'exercices sur, comment on appelle ça, de l'argile. À faire, en fait, on était 6 à une table, on va dire, et on démarrait avec une quantité d'argile individuelle, puis on ne savait pas où on allait, hein. On ne savait pas c'est très expérimental. Et en fait, à un moment, on nous a dit qu'on changeait de place, sans notre argile. L'argile restait là, ce qu'on avait créé était là, et puis on continuait, et puis on se retrouvait sur le travail de l'autre, et tu avais tellement de choses qui se passaient à l'intérieur, de regarder ton travail qui était pris en charge par quelqu'un d'autre, avec toi, tu avais donné une impulsion et tu voyais que c'était dans l'autre sens. Et en même temps, tu étais là, tu étais avec le travail de la personne qui avait évolué, tu étais, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce qu'on contribue tous ensemble, et on avait fini l'exercice avec une mise en commun en fait, de toutes les réalisations qui étaient elles-mêmes communes. Mais c'était intéressant juste au dernier moment quelque part de voir les réajustements qu'on faisait. Moi-même j'en avais fait, j'avais un truc, j'avais fait ça au début et c'était parti en... je m'y étais attaché à l'idée au début et j'étais non mais ça c'était pas ça, c'était comme ça. Donc ouais, la place de l'art dans l'apprentissage au final. Ouais, dans l'apprentissage, et je pense que dans une époque où on va avoir besoin de bousculer, de déranger, d'interroger, l'art me semble essentiel à venir chercher, quoi. Justement, avançons sur le futur. C'est quoi l'idée pour la suite? C'est quoi les intentions? Écoute, on est le printemps là, donc on va voir. Non, mais je me rends compte que là, l'hiver, ça m'a apporté beaucoup de clarté. Okay. En fait, ça m'a permis de prendre du recul, d'analyser un peu les expériences que j'ai vécues dernièrement. J'ai commencé une thérapie aussi, et donc de m'analyser moi personnellement et de le mettre dans une histoire plus grande. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vécu dernièrement, de le mettre dans une histoire plus grande qu'est la mienne. Et donc, là, j'arrive à l'orée du printemps avec un truc j'ai pas relancé trop vite. Ça m'a permis de cheminer, de clarifier, etc. Et donc, je sens que j'ai envie professionnellement, j'ai envie d'être autour de l'entreprise, toujours. J'ai envie d'outiller dans le brouillard. Et du coup, j'ai envie aussi dans cette idée de brouillard, il y a un truc de faire place à l'incertitude. J'ai un pote l'autre jour qui me parlait d'absurde. Ce concept, il m'a marqué. Il faudrait que je le travaille un peu, mais de laisser place à l'absurde aussi. Parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça va venir, les bonnes idées, etc. Et du coup, là, un des trucs que j'ai envie de mettre en place, parce que j'ai envie de relancer la dynamique, j'ai envie de me remettre en lien, c'est que je suis en train de commencer à travailler une page où je vais présenter 10 personnes autour de moi avec qui j'aimerais bien bosser. Donc, je vais travailler ces pages avec chacune de ces personnes. Et avec chacune de ces personnes, on va prendre 1 heure pour se dire, tiens, si on faisait quelque chose ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Okay. Et du coup, de dire, en fait, oui, moi, je fais, en gros, j'ai 2 jambes sur lesquelles je marche beaucoup, qui sont la raison d'être et la prospective. Ça m'amène à faire plein de choses différentes. Et voici 10 personnes avec qui, soit on a travaillé un tout petit peu, soit, tu vois, les musiciennes, elles vont y être. Et donc, il y a une envie là de m'ouvrir tout un champ possible par les collaborations. Et aujourd'hui, je crois que je suis quand même bien dans des petites collaborations, donc des binômes, des trinômes, etc. Et donc là, de présenter une dizaine de personnes que moi j'aime beaucoup et de s'interroger sur, tiens, si on tisse des liens et de ne pas faire grand-chose, parce que l'idée, c'est qu'après, si des gens veulent bosser avec nous, on co-construise avec eux. Mais nous, déjà, qu'on ait pu se dire, tiens, ouais, c'est vrai que ça pourrait être cool de faire ça. J'ai un pote philosophe, je le surkiffe et tout, et j'aimerais bien qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. J'ai un pote qui bosse sur la créativité, qui a bossé sur les neurosciences. On échange énormément, il y a plein de choses où on se retrouve et on n'a pas fait vraiment de mission, on apportait l'un et l'autre nos compétences et je me dis, tiens,
Si vraiment on se pose là et qu'on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, qu'est-ce que ça fait émerger? Et donc là, c'est un peu ma dynamique printemps de lancer des graines avec eux, quoi. J'adore cette histoire-là. Quand tu mets des gens qui n'ont rien en commun, justement, des gens qui n'ont pas la même expertise, qui, des fois, ont des avis très contraires sur l'existence, sur comment est-ce qu'on occupe notre vie. Et des fois, ces personnes sont tes potes. Et tu vois ce que ça donne. Et ça donne des moments, des réflexions et peut-être des actions qui peuvent être incroyables. Ouais. Donc voilà, donc là c'est un peu la dynamique en ce moment, elle est plutôt... et après, je commence à rediscuter avec des boîtes sur la raison d'être, etc. Donc ces activités-là vont se relancer, et ça, je suis assez confiant là-dessus. Mais en tout cas, mon nouveau, il est plutôt... j'ai envie de l'expérimenter là, avec une dizaine de personnes et voir ce qui émerge de ces réflexions-là. Écoute, hâte de voir. Hein. Comme au début, tu as pu dialoguer avec le toi qui a 18 ans. Là, j'ai envie de faire l'inverse. De donner l'opportunité de dire quelque chose, un conseil, ce que tu veux, au Maxime dans 15 ans, on va dire, la cinquantaine, où tu peux choisir quelque part qu'est-ce que tu as envie de dire, à quel Maxime, à quel âge. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à moi dans 15 ans? Comment ça va le monde? J'ai envie d'avoir des infos de sa part. Non, je pense qu'il y a ce que j'essaie de cultiver en ce moment, c'est de chercher de l'élan sans nier la complexité et la dureté du monde, quoi. Enfin, ce texte-là dont je disais, retrouver courage avec la peur à côté de nous, il y a ce truc de comment est-ce qu'on retrouve de la vie, de la vitalité, etc. là-dedans. Et donc de surtout pas tomber dans un truc de déni, dans lequel je pense qu'on peut tomber, déni de découragement, etc. Mais de maintenir cette flamme-là, qui soit dans une quête du coup de joie, d'un truc de vie, de vitalité, etc. Mais qui soit connecté à l'époque, à la complexité de l'époque, et qui soit pas non plus naïf. Enfin, tu vois, je pense que les dernières années, je te disais tout à l'heure, cette image de j'ai beaucoup sauté sur des bouées tiens, il y a une nouvelle direction, j'y mets beaucoup d'espoir, mais plus d'arriver à bien vivre dans l'incertitude, à bien vivre dans le... J'ai plus envie de cultiver ça, quoi, cette capacité à bien vivre dans l'incertitude, et donc face à la complexité, face aux troubles, etc., d'avoir une force qui permet d'être bien là-dedans quand même, quoi. Et donc moi aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de cultiver, et donc si je dois le rappeler à dans 15 ans, tant mieux, mais, enfin tant pis, ou je sais pas, mais en tout cas c'est un truc qui m'est important aujourd'hui, et que je serais content si j'arrive à continuer à avoir ça dans 15 ans, quoi. Ok, je crois. Bah écoute, on se donne rendez-vous dans 15 ans pour voir ce qu'il en est advenu. Écoute, je te remercie énormément pour l'échange qu'on vient d'avoir. Avec plaisir. Riche de beaucoup de choses. Je pense que je vais aller me coucher ce soir en me posant pas mal de questions. Ouais, bah moi aussi. Hein. Et là, je me dis notamment sur qui sont mes bénéficiaires. Je vais pouvoir en parler. Écoute, ouais, je le fais par écrit. Hein. Tu sais, je t'ai dit, les bénéficiaires, c'est typiquement un exercice qui se fait très bien avec la phrase à répétition. Okay. En fait, je fais tout ça pour, mais j'ai envie d'apporter de la valeur à, ou j'ai envie d'avoir de l'impact sur. Tu prends une phrase et tu la répètes à foison et tout. Je trouve que c'est assez cool si tu veux le faire en écriture, parce que tu la pratiques. J'y suis ce soir après le théâtre. J'ai une toute dernière question. Ce sera la dernière. Qu'est-ce que tu retiens de positif de notre échange, du moment qu'on vient de passer ensemble? Bah écoute, je suis ravi de l'échange qu'on a eu, et de la sympathie de cet échange, et d'avoir pu te rencontrer, et d'avoir pu prolonger les tout premiers échanges qu'on a eus en effet il y a 10 jours. Ouais, qui étaient déjà des bons échanges. Ouais, d'avoir concrétisé. Non, et puis après, il y a un truc, je sais pas si c'est un bon souvenir, mais en tout cas, c'est un truc qui, moi, va me travailler dans la suite. Ouais. Je me rends compte, je te l'ai glissé tout à l'heure aussi, qu'en ce moment, je suis en train de comprendre que j'ai besoin de cadres. En fait, j'ai beaucoup fui les cadres pendant longtemps, puis j'ai besoin de cadres. Et du coup, j'ai besoin de cadres qui sécurisent et qui valorisent. Et je pense que c'est en partie, là, par ma thérapie, que je comprends à quel point j'ai pu manquer de cadre, et à quel point ça a pu être complexe de me sécuriser, d'exister avec ça. Et là, je me suis vu faire le parallèle avec les mots, en disant les mots qui enferment et les mots qui libèrent.
Ok, Et du d'accord. coup, de me dire, tiens, c'est marrant, il y a un truc à travailler, un truc à creuser. Et donc, je me dis, et en fait, j'ai une espèce de fascination sur les mots et de comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les triture, etc. Et donc, voilà, je reste avec cette petite point d'interrogation de dire, tiens, est-ce qu'il y a un truc à creuser derrière les mots? Donc, voilà, je pars avec ça aussi. Ok, Et donc, ça m'excite pas mal d'avoir à le creuser. bon, bah écoute, je te remercie de nouveau. Et Avec puis, plaisir. je te dis à bientôt, tout simplement. Avec grand plaisir. Merci, Nathan. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est terminé, c'est fini pour notre échange avec Maxime. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Maxime, c'est notre échange, notre discussion sur la question des saisons, quelque part de notre rapport au vivant, au rythme du vivant. Ça m'a fait beaucoup me questionner, moi, sur quel rapport j'ai justement dans ma vie quotidienne avec ce rythme qui m'est propre. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller marquer en commentaire ou en commentaire sur les réseaux sociaux ce que toi, l'échange il t'a inspiré et le truc ou les deux trucs ou les trois trucs, peu importe, qui toi t'ont parlé et qui ont fait résonance en toi. On se donne rendez-vous vendredi pour un Discus Ami avec mon ami Benoît. Et la semaine prochaine, on revient avec un format qui aura un peu évolué. Ça sera plus court, ça sera plus dense. Je vous en dis pas plus, mais je vous souhaite une très bonne écoute pour le prochain épisode et à la semaine prochaine.